Bonjour et bienvenue à cette web diffusion offerte par la Société de leucémie et lymphome du Canada et intitulée Vos droits à l'ère de la COVID-19. Notre conférencière, Maître Sarah Zorko, fera une revue des programmes gouvernementaux disponibles en temps de pandémie et des façons d'y accéder. Elle pourra répondre à des questions en lien avec le logement, l'emploi, les travailleurs contractuels, etc. Il est maintenant temps de débuter la présentation. Je me présente, Pascal Rousseau, chef des services à la communauté à la Société de leucémie et lymphome du Canada. Je serai la modératrice de cet événement en ligne. Veuillez noter que vous n'entendrez que ma voix et celle de la conférencière. La présentation sera d'une durée de 30 minutes environ, suivie de réponses à vos questions soumises en ligne lors de votre inscription. La conférence est enregistrée. Il vous sera donc possible de la réécouter sur notre site Internet tout en visionnant la présentation. Nous vous enverrons un courriel lorsque le tout sera disponible. Alors, avant de commencer, donc, on change de merci. Avant de commencer, la Société de leucémie et lymphome du Canada a pour mission de trouver un remède contre les cancers du sang et améliorer la qualité de vie des patients et de leurs familles. Nous offrons du soutien aux personnes touchées par un cancer du sang tout au long du parcours. N'hésitez pas à communiquer avec nous. Nous offrons une variété de services et de ressources éducatives. J'aimerais mentionner le programme de soutien par les pairs. Ce programme consiste à jumeler une personne ayant un cancer du sang avec un bénévole formé ayant eu une expérience similaire. C'est un programme des plus utiles ces jours-ci pour contrer les effets de l'isolement. De plus, toutes nos webdiffusions passées sont disponibles sur notre site Internet. Je vous invite à les visionner. Je vous invite également à consulter notre centre de ressources sur la COVID-19. Nous disposons d'excellentes ressources auxquelles vous pouvez accéder de chez vous, comme une foire aux questions et différentes webdiffusions pour s'adapter à cette nouvelle normalité. Alors, vous pouvez visiter notre site Internet, sllcanada.org, et nous sommes là pour vous aider. Vous pouvez communiquer avec nous au numéro 1-833-222-4884. Alors, il est maintenant temps de souhaiter la bienvenue à notre conférencière invitée, Maître Sarah Zorko. Maître Zorko est avocate spécialisée en litige civil et commercial pour la firme Novalex. Elle répond quotidiennement à beaucoup de questions en lien avec la COVID-19, puisque la firme Novalex a mis sur pied, au début de la pandémie, une ligne téléphonique ouverte à tous. Alors, à vous, Maître Zorko. Oui, bonjour. Tout d'abord, merci Pascal et Sonia pour l'introduction et pour l'organisation de la présentation d'aujourd'hui. Donc, bonjour à tous également. Comme Pascal nous le disait il y a quelques instants, mon nom est Sarah Zorko et je pratique comme avocate chez Novalex. Donc, dans le contexte actuel de la COVID-19, notre bureau s'est allié avec l'équipe de la Société de leucémie et lymphome du Canada pour vous faire une présentation concernant certains domaines du droit dans l'optique de vous donner des pistes de solutions à des problèmes auxquels vous pourriez faire face. Tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais remercier la Société de leucémie et lymphome du Canada pour cette plateforme et pour leur travail. Un remerciement tout particulier aussi aux membres de l'équipe, donc Pascal et Sonia, que j'ai déjà mentionné, et aussi à mes collègues Geneviève Lamarche, Sandrine Raymond et Karianne Lebel, qui m'ont énormément aidé pour la présentation d'aujourd'hui. Merci également à ceux qui se joignent virtuellement à nous aujourd'hui. J'espère que vous prenez bien soin de votre santé et que votre moral est bon malgré les circonstances. J'espère aussi que notre présentation d'aujourd'hui pourra vous éclairer sur certains aspects du droit dans le contexte particulier de la COVID-19. Donc, quelques mots sur moi. En fait, ma pratique se concentre davantage, principalement, je dirais, sur le litige civil et commercial. Je représente également des clients en matière de litige du droit du travail et de l'emploi. J'ai commencé ma pratique dans un grand cabinet, dans un groupe de litige d'assurance au Québec. Je représentais donc principalement des assurés des compagnies d'assurance dans le cadre de conflits divers, principalement en matière de responsabilité civile et professionnelle. Plus récemment, j'ai décidé de me rejoindre à l'équipe Novalex, principalement en raison des valeurs qui sont proches des miennes.
Donc, je vais commencer par un petit plan de la présentation. Donc, l'introduction est essentiellement déjà faite. Je vais faire quelques petites remarques additionnelles. Et puis, par la suite, je vais vous parler de certaines mesures gouvernementales qui ont été mises en place dernièrement par les différents paliers de gouvernement au Canada. Je vais faire un retour sur certaines questions qui ont été posées en matière de logement au Québec. Également, par la suite, on va parler rapidement de la force majeure et des contrats dans un contexte plus général. Par la suite, je vais parler également du droit de l'emploi, de certaines inquiétudes par rapport au droit de l'emploi qui sont ressorties plus particulièrement dans les dernières semaines en lien avec la COVID. Et à la fin, il va y avoir une période de questions. Essentiellement, je vais répondre aux questions qui ont déjà été soumises à travers votre inscription à la présentation. Et à la fin, pour terminer, je vais vous référer à certains liens qui pourraient vous être utiles pour la suite. Ne vous inquiétez pas pour les noter. Ces liens-là vont pouvoir vous être envoyés par la suite par courriel. Donc, je l'ai mentionné, je travaille chez Novalex et actuellement, chez Novalex, on offre une clinique juridique téléphonique gratuite. Notre présentation d'aujourd'hui s'inspire beaucoup des appels que nous avons reçus dans le cadre de notre clinique juridique. Et donc, à la fin de la présentation, encore une fois, je répondrai à certaines questions que vous nous avez envoyées, mais également à certaines questions qui nous ont été posées de manière répétée dans le cadre de la clinique, parce que je pense que plusieurs personnes pourraient avoir les mêmes questions. Donc, pour commencer, je vais aborder certaines des mesures gouvernementales qui ont été adoptées. Donc, tout d'abord, au fédéral, le gouvernement fédéral a annoncé récemment, en fait au mois de mars, un report après le 31 août 2020 pour le paiement des montants de l'impôt sur le revenu qui deviennent exigibles avant le mois de septembre 2020. Cette mesure s'applique aux soldes d'impôts à payer ainsi qu'aux acomptes provisionnels. Et il est important de noter aussi qu'aucun intérêt ni aucune pénalité ne s'appliquera à ces montants pendant cette période. Je voulais également mentionner des mesures en lien avec les hypothèques immobilières, même si ça ne provient pas, même si ce n'est pas techniquement une mesure adoptée par le gouvernement fédéral. Essentiellement, plusieurs grandes institutions bancaires donnent des congés de paiement de capital et même pour certaines, des congés d'intérêt. Qu'on vous recommande en fait dans cette situation-là, si ça pourrait vous intéresser, c'est de communiquer avec votre banque ou institution financière pour parvenir à une entente à ce sujet-là. J'aborde maintenant la prestation canadienne d'urgence, donc mon troisième point sur la CETAD que vous voyez, donc la PCU. Tout d'abord, de quoi s'agit-il? C'est une prestation de 2 000 $ par mois au maximum et qui peut avoir une durée maximale de 4 mois. Essentiellement, elle remplace l'assurance emploi, l'allocation pour soins d'urgence et l'allocation pour soutien d'urgence qui avaient été initialement proposées par le gouvernement du Canada pour faire face à la COVID. Essentiellement, notre compréhension est que le gouvernement a fait un programme qui était plus unifié pour répondre de manière justement plus unifiée aux demandes des Canadiens. Pour ce qui est de l'admissibilité, le plus important, je crois, est de noter que toutes les conditions dont je vais vous parler sont énumérées en ligne sur le site du gouvernement du Canada dans la section Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19. Encore une fois, ce lien-là sera disponible à la fin de la présentation et vous sera envoyé par courriel. Donc, si vous avez à vérifier les conditions dont je vais vous parler, si vous avez à faire une demande, vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien à la fin pour vous rendre à la bonne page. Donc, pour ce qui est de l'admissibilité, sont admissibles les personnes qui résident au Canada et qui ont 15 ans ou plus, tout d'abord. Ces personnes sont admissibles, ces mêmes personnes qui ont cessé de travailler en raison de la COVID-19 et qui n'ont pas quitté leur emploi volontairement ou qui sont admissibles aux prestations régulières ou de maladie. Ces personnes doivent avoir gagné un revenu d'au moins 5 000 $ en 2019 ou dans les 12 mois précédant leur demande. La PCU, donc la prestation canadienne d'urgence, est pour les personnes qui sont ou prévoient être sans revenu d'emploi ou de travail indépendant pendant 14 jours consécutifs au cours de la période initiale de 4 semaines
du gouvernement, qui est prévu par le gouvernement du Canada. Et pour les périodes de prestations suivantes, ils s'attendent à ne pas toucher de revenus d'emploi ou de travail indépendant. Je tiens aussi à spécifier que le 15 avril, donc hier, le gouvernement a annoncé des changements aux règles d'admissibilité pour réussir à rejoindre davantage de personnes pour leur donner accès à la PCU. Donc, essentiellement, il y a eu des changements pour permettre aux personnes de gagner jusqu'à 1 000 $ par mois pendant qu'ils reçoivent la PCU. Également, pour étendre la portée de la PCU aux travailleurs saisonniers qui ont épuisé leurs droits aux prestations régulières de l'assurance-emploi et qui ne sont pas en mesure d'entreprendre leur travail saisonnier en raison de l'éclosion de la COVID. Ces changements permettent aussi d'étendre la portée de la PCU aux travailleurs qui ont récemment épuisé leurs droits aux prestations régulières de l'assurance-emploi et qui ne sont pas en mesure de trouver un emploi ou de retourner au travail en raison de la COVID. Donc maintenant, comment faire la demande? C'est en fait très simple, heureusement. Comme je vous disais, il suffit de se rendre sur le site du Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19, dont le lien vous sera envoyé suivant cette présentation, de cliquer sur « Soutien aux particuliers » et par la suite de cliquer sur « Prestations canadiennes d'urgence » entre parenthèses PCU. Par la suite, vous allez pouvoir cliquer sur « Présenter votre demande de PCU ». Je note que sur cette page-là, vous allez également pouvoir confirmer tous les critères d'admissibilité pour voir si vous pouvez être admissible à cette mesure-là. Et puis, une fois que vous cliquez sur « Présenter votre demande de PCU », vous recevrez des instructions selon votre situation particulière parce que les instructions diffèrent selon si vous êtes, par exemple, employé ou travailleur autonome, etc. Une autre mesure que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est le paiement du crédit spécial pour la taxe sur les produits et services. Donc, il s'agit d'un paiement spécial unique qui a été versé pour plusieurs la semaine dernière pour les familles à revenus faibles ou modestes. Et la prestation supplémentaire moyenne est d'environ 400 $ pour les personnes seules et d'environ 600 $ pour les couples. Je note d'ailleurs qu'il n'est pas nécessaire de présenter une demande pour recevoir ce paiement. Si vous êtes admissible, vous l'obtiendrez automatiquement sans avoir à faire quoi que ce soit. Je vais vous parler également des ajustements au programme de travail partagé. Donc, en fait, il s'agit d'une mesure d'aide aux entreprises, mais de laquelle, selon moi, pourront bénéficier les particuliers. Puis je trouve que c'est pertinent de vous en parler parce que c'est quelque chose que vous pouvez aborder potentiellement avec votre employeur. Donc, je m'explique. Le programme de travail partagé existait déjà avant la COVID-19 et permettait aux travailleurs d'accepter de réduire leur horaire de travail et de recevoir des prestations d'assurance-emploi en contrepartie des heures réduites. Le gouvernement a apporté des modifications qui seront en vigueur jusqu'au 14 mars 2021, et ce, afin d'aider les entreprises qui font face à un ralentissement des activités en raison de la COVID-19. Donc, les changements en question sont de deux ordres essentiellement. Premièrement, la durée maximale d'un accord de travail partagé est désormais prolongée à 76 semaines, alors qu'elle était initialement prévue pour un maximum de 38 semaines. Deuxièmement, la période d'attente obligatoire entre les demandes d'accord de travail partagé est maintenant supprimée. Ça veut donc dire qu'un employeur dont l'accord est échu peut immédiatement formuler une demande pour un nouvel accord. Selon moi, donc, il pourrait valoir la peine pour des employés d'aborder ce sujet avec leur employeur, le cas échéant, si ça pourrait leur permettre de profiter de cette mesure d'aide essentiellement. Si je continue au dernier point sur cette aspect-là, on parle également de la subvention salariale d'urgence du Canada, donc la SSUC. Encore une fois, c'est une mesure qui s'adresse principalement aux employeurs. Par contre, comme le programme de travail partagé, je pense qu'il est pertinent de vous en parler parce que, encore une fois, c'est une mesure qui pourrait valoir la peine d'aborder avec votre employeur en tant qu'employé parce que vous pouvez clairement en bénéficier selon moi. Donc, qui est admissible? Cette subvention serait offerte aux employeurs admissibles qui font face à une baisse d'au moins 15 % de leurs revenus en mars 2020
et d'au moins 30 au cours des mois suivants. Essentiellement, il s'agit d'une mesure pour permettre aux employeurs de conserver les personnes à leur emploi. Parmi les employeurs admissibles, on parle des particuliers, des sociétés imposables, des sociétés de personnes constituées d'employeurs admissibles, des organismes sans but lucratif et des organismes de bienfaisance enregistrés. On note dans cette liste que les organismes publics ne sont pas admissibles à cette subvention. Comme je vous disais, ce programme permet d'accorder aux employeurs admissibles une subvention salariale. Cette subvention salariale correspond à 75 du salaire payé et jusqu'à concurrence de 12 semaines, rétroactivement au 15 mars 2020. Les détails du calcul sont d'ailleurs disponibles en ligne sur le site du gouvernement du Canada, donc vous pourrez aller voir le détail un peu plus clairement suivant cette présentation. Dans le cadre de ce programme, il est attendu que les employeurs maintiennent, dans toute la mesure du possible, les salaires que les employés actuels touchaient avant la crise. Encore une fois, selon moi, même si cette mesure s'adresse plus particulièrement aux employeurs, en tant qu'employé, c'est un bon outil à soumettre à votre employeur pour voir s'il est possible d'adhérer à ce programme-là à votre bénéfice. Il y a encore un certain nombre d'autres mesures adoptées par le gouvernement fédéral qui pourraient vous concerner de manière plus spécifique, mais je ne les traiterai pas ici justement en raison de la nature plus spécifique des autres mesures. Je vous invite donc à visiter le site du gouvernement du Canada régulièrement afin de rester à l'affût des dernières mesures et des dernières nouvelles. Je vais maintenant passer au niveau provincial, donc au Québec plus précisément. Je n'aborderai pas les autres provinces parce que ça rendrait la présentation beaucoup plus longue. Donc, tout d'abord, le Québec a également annoncé le report des obligations liées aux impôts. Donc, la date limite pour produire et transmettre une déclaration de revenus est reportée au 1er juin 2020. La date pour payer tout solde dû relativement à la déclaration de revenus pour l'année d'imposition 2019 est reportée au 1er septembre prochain, qui est similaire à ce qu'on voit au Canada par l'ARC. Et pour ceux qui ont des acomptes provisionnels à verser, le versement de l'acompte du 15 juin 2020 est suspendu lui aussi jusqu'au 1er septembre prochain. Un autre programme intéressant qui a été adopté par le gouvernement du Québec est le programme incitatif pour la rétention des travailleurs essentiels, donc le PIRT. Donc, tout d'abord, de quoi il s'agit? C'est une aide financière qui est accordée aux travailleurs essentiels pendant la période de pandémie et qui vise à compenser la différence entre leur salaire et la prestation canadienne d'urgence dont on a parlé plus tôt. Les travailleurs admissibles pourront demander cette aide en ligne à partir du 19 mai et ils pourront recevoir 100 $ pour chaque semaine de travail admissible rétroactivement au 15 mars 2020 pendant un maximum de 16 semaines. Comme le formulaire de demande en ligne n'est pas encore disponible, je vous invite encore une fois à rester à l'affût dans les prochaines semaines pour en savoir davantage parce que pour l'instant, on n'est pas capable de vous donner davantage de détails sur comment exactement présenter votre demande pour cette mesure. Par contre, vous avez un peu plus d'informations sur les critères d'admissibilité que je vais vous partager à l'instant. Donc, tout d'abord, pour être admissible, vous devez travailler à temps plein ou à temps partiel dans un secteur lié aux services essentiels. D'ailleurs, à la fin de la présentation, vous aurez un lien qui pourra vous rediriger vers le site du gouvernement du Québec qui prévoit la liste des services essentiels. Il faut également gagner un salaire brut de 550 $ ou moins par semaine. Par ailleurs, il faut avoir un revenu de travail annuel d'au moins 5 000 $ et un revenu total annuel de 28 600 $ ou moins pour l'année 2020. Il faut également être âgé d'au moins 15 ans au moment où on fait la demande de prestation et il faut avoir résidé au Québec le 31 décembre 2019, donc le 31 décembre dernier, et prévoir résider au Québec tout au long de l'année 2020. Essentiellement, il s'agit des conditions d'admissibilité qui ont été répertoriées à date. Donc, si vous remplissez ces conditions, n'oubliez pas de faire votre demande et de vous garder à l'affût, en fait, pour faire votre demande à côté du 19 mai prochain. Je vais rapidement passer aussi sur les mesures adoptées à Montréal. Bien évidemment, ça ne concerne pas tout le monde.
en fait, ce que je vous conseille, si vous habitez à l'extérieur de Montréal, ce serait de communiquer avec votre municipalité, que ce soit en consultant leur site web ou par téléphone, afin de vous informer de potentielles mesures qui seraient disponibles pour vous. Donc, je vais parler rapidement de Montréal. Essentiellement, la ville a annoncé le report des paiements de taxes municipales jusqu'au 2 juillet 2020. Donc, pour tous les propriétaires immobiliers de Montréal, vous allez pouvoir faire le paiement de vos taxes seulement à ce moment-là, si ça vous convient. Par ailleurs, la STM, donc la Société des transports de Montréal, offre l'opportunité aux abonnés de leur programme Opus à l'année de suspendre leur abonnement tout en conservant leurs privilèges. Pour ça, je vous invite à visiter le site de la STM et à vous connecter pour faire cette demande-là. Encore une fois, le site de la STM se retrouvera dans nos références à la fin de la présentation et vous sera envoyé par courriel. Pour conclure la petite section sur les mesures gouvernementales, vous l'aurez compris parce que je l'ai répété plusieurs fois, le plus important, c'est vraiment de se maintenir à jour des nouvelles mesures. Pour ça, encore une fois, visitez les liens qu'on va vous envoyer après la présentation régulièrement pour voir s'il y a du nouveau, pour voir s'il y a davantage d'informations sur les critères d'admissibilité, etc. Donc, le plus important, c'est vraiment de rester au courant. Je vais maintenant passer à la prochaine section de la présentation qui concerne le logement. Donc, le logement, bien évidemment, on a eu beaucoup de demandes à ce sujet-là dans notre clinique juridique. C'est évidemment un sujet qui touche énormément de personnes et puis qui peut être parfois très inquiétant si on ne sait pas ce qui va arriver. Je vous dirais que le mot d'ordre vraiment pour tout ce qui est logement et contrat, en ce moment, c'est vraiment la collaboration. Si on est capable de trouver un arrangement, que ce soit avec son propriétaire ou avec son locataire, c'est vraiment la meilleure des solutions en ce moment, vu les circonstances, pour essayer de maintenir une paix entre les parties pour la suite. Donc, pour ce qui est des audiences devant la Régie du logement, en ce moment, elles sont limitées aux affaires soulevant un risque pour la santé ou la sécurité d'une personne. Donc, si vous avez une audience qui était prévue, mais qui ne concerne pas un risque pour la santé ou la sécurité d'une personne, celle-ci n'aura pas lieu, du moins pas dans les prochaines semaines. On n'a pas encore de date de fin pour ce qui est de la suspension. Par contre, encore une fois, il va s'agir de se tenir au courant. Vous risquez de recevoir des nouvelles de la Régie si c'est le cas. Les décisions de la Régie du logement. Donc, il y a une particularité en ce moment pour certaines décisions. Essentiellement, les décisions de la Régie qui autorisent la reprise de logement ou l'éviction du locataire sont suspendues. Il y a une exception à ça. Donc, essentiellement, elles sont suspendues, sauf si le logement a été loué avant le 17 mars 2020, c'est-à-dire a été reloué avant le 17 mars 2020, et si la suspension empêche le nouveau locataire de prendre possession. Donc, le principe est que les décisions de la Régie qui autorisent la reprise de logement ou l'éviction sont suspendues, sauf si le logement a été reloué avant le 17 mars 2020 et si la suspension empêche le nouveau locataire de prendre possession. Donc, à part ces situations-là, le locataire ou le propriétaire ne peut pas faire exister son jugement. Je continue maintenant avec les visites de logement. Ça aussi, c'est un sujet qui est très d'actualité en ce moment. On comprend que beaucoup de personnes cherchent des logements pour déménager cet été. En ce moment, les visites de logement sont fortement déconseillées, mais elles ne sont pas interdites. Il est recommandé d'avoir la permission du locataire pour faire visiter le logement. Encore une fois, le mot d'ordre, c'est vraiment la collaboration. Si le locataire refuse, le propriétaire peut faire une demande d'ordonnance d'accès au logement devant la Régie du logement, mais en raison de la suspension des activités dont on vient de parler, cette demande risque de ne pas être entendue. Par ailleurs, le gouvernement a demandé aux propriétaires de repousser les visites si les visiteurs sont revenus de voyage au cours des 14 derniers jours ou s'ils présentent des symptômes grippaux. Bien évidemment, si le locataire est atteint de la COVID-19 ou est en présence de symptômes grippaux, aucune visite de logement ne devrait avoir lieu non plus. Certaines mesures de sécurité sont également recommandées lors des visites d'un logement, le cas échéant, si elles sont possibles.
Donc, évidemment, limiter la visite à une seule personne à la fois dans le logement, se laver les mains en entrant dans l'immeuble, ne rien toucher lors de la visite, se tenir à 2 mètres les uns des autres en tout temps lors de la visite, et après la visite, toutes les poignées de porte du logement devraient être désinfectées. Pour ce qui est maintenant du paiement des loyers, ça évidemment, c'était une grande inquiétude parmi plusieurs personnes et avec raison, le loyer étant souvent une des très importantes dépenses que nous avons. Donc, le principe demeure que le loyer doit toujours être payé. Par contre, on en a déjà parlé, les locataires sont encouragés à faire preuve de bonne foi au niveau du retard d'un paiement. Par exemple, le gouvernement du Québec a demandé en conférence de presse le 19 mars dernier aux propriétaires immobiliers de faire preuve de souplesse avec leurs locataires et a même annoncé qu'un moratoire de 6 mois avait été offert aux locataires des immeubles appartenant à Ivanhoé Cambridge. Il est utile aussi de rappeler que les propriétaires peuvent bénéficier de certaines mesures qui ont été annoncées, alors que les locataires, en principe, non. Par exemple, je parle du report du paiement des taxes municipales à Montréal. Je parle également aussi des mesures hypothécaires annoncées par plusieurs institutions, c'est-à-dire le report de paiement d'hypothèque et même le congé d'intérêt. Le but ici, encore une fois, c'est la collaboration et donc c'est d'essayer de partager ces mesures-là, c'est-à-dire que si le propriétaire peut avoir un congé de paiement hypothécaire et un congé d'intérêt, ce serait intéressant qu'il puisse offrir une certaine entente avec son locataire également. Donc, c'est un peu l'objectif, c'est vraiment de partager ce fardeau-là et de partager aussi les bénéfices qui sont offerts. Donc, c'est ce qu'on encourage vraiment, c'est la collaboration, puis de se parler entre locataires et propriétaires pour arriver à une entente dans laquelle tout le monde est à l'aise. Enfin, quelques recommandations quant aux mesures supplémentaires à adopter en tant que propriétaire, si vous avez un immeuble à logement, par exemple. Donc, le propriétaire devrait interdire les rassemblements dans les aires communes, devrait permettre une seule personne à la fois de prendre l'ascenseur. Il faut également respecter les 2 mètres de distance dans la buanderie lorsque l'immeuble offre un service de buanderie, bien évidemment. Donc, ça conclut la section sur le logement. Encore une fois, vous allez trouver que je me répète, mais le mot d'ordre, c'est vraiment la collaboration. Donc, si vous êtes capable de trouver une entente avec votre co-contractant, c'est vraiment la meilleure des solutions. Je profite en ce moment de parler de la force majeure et des contrats également, parce qu'il s'agit d'un sujet qui est également revenu souvent dans notre clinique juridique. En fait, beaucoup nous ont demandé si l'éclosion de la COVID-19 constituait une force majeure leur permettant de se libérer de leurs obligations contractuelles. Plusieurs contrats prévoient une clause de force majeure. Ça, c'est la première des choses à regarder. Donc, en fait, quand vous vous demandez si votre contrat demeure applicable en situation de pandémie, la première chose à faire, ce qui est bien logique, c'est de regarder votre contrat. Donc, dans votre contrat, vous pouvez voir s'il y a une clause de force majeure ou s'il y a une clause qui prévoit que certaines obligations ne sont pas exigibles s'il y a une pandémie, si on est en crise d'urgence de santé publique, en cas d'épidémie ou en cas de certains décrets gouvernementaux. Même si, toutefois, votre contrat ne prévoit pas une telle clause, le Code civil demeure applicable. Donc, on parle du régime de droit commun et donc de la définition de force majeure selon le Code civil du Québec. Selon le Code civil du Québec, il y a 3 composantes à la force majeure. La première étant l'imprévisibilité. Donc, un événement est imprévisible si une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, n'aurait pas pu prévoir sa survenance. Toutefois, une situation exceptionnelle n'est pas nécessairement imprévisible en soi. Deuxièmement, il faut regarder le caractère irrésistible de l'événement. Donc, l'événement est irrésistible s'il conduit à l'impossibilité absolue pour le débiteur de remplir son obligation ou de prendre des mesures raisonnables pour éviter la survenance de l'événement. Si l'exécution devient telle qu'elle est plus difficile ou onéreuse, mais pas impossible, cette condition n'est donc pas remplie.
On voit donc que la barre pour invoquer la force majeure dans les contrats est très haute selon le Code civil. La troisième composante à mentionner également est l'extranéité. Essentiellement, ça veut dire que la personne qui invoque la force majeure ne peut pas être en contrôle de la situation. Ça ne peut pas être la personne qui a causé l'événement qui peut invoquer ce même événement comme étant une force majeure. Ça va de soi. La question de savoir si nous sommes devant un cas de force majeure est essentiellement circonstancielle et elle dépend de plusieurs facteurs, comme vous l'aurez deviné. Essentiellement, certains des facteurs sont l'importance de l'événement en question, sa récurrence, le moment où il s'est produit, etc. Donc, c'est plusieurs facteurs qui vont être analysés par les tribunaux pour voir si oui ou non on est en cas de force majeure dans le cas précis. À l'heure actuelle, en l'absence d'une détermination de la Cour et compte tenu de l'évolution rapide de la crise de la COVID-19, il est impossible de savoir avec certitude si la force majeure pourra être utilisée comme défense. Toutefois, il semble plausible que ce soit le cas, donc on reste à l'affût et on verra dans les prochains mois. Enfin, je termine en vous rappelant que le fardeau de preuve pour évoquer la force majeure revient à celui qui l'invoque, bien évidemment. La force majeure, une fois qu'elle est invoquée et prouvée, peut donner lieu à différentes conséquences. Tout d'abord, elle peut donner lieu à la libération d'une obligation. Donc, dans le cas où le contrat va demeurer, mais que certaines obligations ne pourront pas être accomplies. Elle pourrait aussi donner lieu à la suspension du contrat pour la durée de la force majeure et à l'obligation d'exécuter ces obligations après la suspension. La force majeure peut aussi donner lieu à la restitution des prestations, si cela est possible, ou à la résiliation du contrat, c'est-à-dire l'annulation complète du contrat selon les circonstances. Je profite du secteur, en fait, du chapitre sur la force majeure et les contrats pour attirer votre attention sur un article pertinent de la loi sur la protection du consommateur. Donc, il s'agit de l'article 11 de la LPC qui prévoit qu'il est interdite la stipulation qui réserve à un commerçant le droit de décider unilatéralement A, que le consommateur a manqué à l'une ou l'autre de ses obligations, ou B, que s'est produit un fait ou une situation. Donc, on vous signale cet article-là, puis on dit faites attention aux clauses de vos contrats de consommation qui viendraient à l'encontre de cette disposition, le cas échéant. Je passe maintenant au secteur du droit de l'emploi. Évidemment, c'est aussi un sujet qui a fait l'objet de plusieurs questions lors de notre clinique juridique. Et c'est un secteur qui est très affecté nécessairement par la crise de la COVID et notamment la fermeture de plusieurs secteurs. Donc, je vous rappelle juste avant de commencer cette section, en fait, que essentiellement, il y a eu une fermeture des services non essentiels et ce jusqu'au 4 mai pour le moment. Le télétravail est toujours possible et les livraisons en ligne également sont encore possibles. Et par ailleurs, les secteurs essentiels, sont affichés sur le site du gouvernement du Québec sur un lien que vous allez recevoir après la présentation. Du côté emploi, tout d'abord, parlons de la protection de la santé et de la sécurité des employés. Donc, on a dit que plusieurs secteurs sont fermés. Par contre, si vous continuez de travailler, vous devriez bien évidemment prendre toutes les mesures d'hygiène nécessaires pour limiter la propagation du virus. Cela inclut le lavage des mains fréquent avec de l'eau ou du désinfectant, le fait d'adopter des pratiques de travail favorisant la distance sociale, le fait d'utiliser des outils technologiques pour les communications entre vous et les clients et entre vous et les collègues de travail, et le fait de rester à la maison si vous présentez des symptômes de la COVID-19, ainsi que l'utilisation de postes de travail à une distance de 2 mètres les uns des autres. Pour ce qui est du télétravail maintenant, on a certaines recommandations pour faciliter sa mise en place. Donc, tout d'abord, cette petite section s'adresse un peu plus aux employeurs. Donc, essentiellement, l'employeur a l'obligation de fournir les outils nécessaires à la prestation de travail. Pour plusieurs, par exemple, pour des travailleurs de bureau,
Ça veut dire que l'employeur aurait l'obligation de fournir les outils comme l'ordinateur, par exemple, pour que l'employé puisse accomplir sa prestation de travail. On recommande aussi le maintien de l'horaire régulier de travail. Donc, par exemple, si votre bureau était ouvert de 9 à 5 en temps normal, on recommande le maintien de l'horaire de 9 à 5, même si tout le monde est à la maison. Également, un point important pour les outils technologiques. Il est bien important de s'assurer de la protection et de la sécurité des données. Donc, que ce soit par VPN ou en sécurisant la connexion Wi-Fi, il est important de restreindre aussi l'enregistrement de documents d'entreprise sur un ordinateur personnel. Pour ce qui est du télétravail maintenant, d'un côté plus individuel, quelques trucs et astuces. Donc, tout d'abord, bien organiser son espace de travail à la maison, c'est-à-dire avoir un espace qui est dédié et qui est le plus possible ergonomique. Par ailleurs, la mise en place d'une routine et le suivi d'un horaire régulier autant que possible est également recommandé pour garder le même niveau de productivité et pour garder le moral également. Et enfin, d'éviter les distractions, mais aussi de ne pas oublier de prendre des pauses, ce qui est très important. Pour ce qui est de l'exécution de la prestation de travail, si vous êtes une personne salariée et que vous ne fournissez pas de prestation de travail, par exemple, si le télétravail n'est pas possible dans votre cas, bien malheureusement, l'employeur n'a pas l'obligation de vous rémunérer. Toutefois, dans le contexte actuel, il y a néanmoins lieu de faire preuve de créativité. Vous pouvez donc aborder ou essayer du moins d'aborder avec votre employeur des mesures alternatives pour faire preuve de flexibilité vu les circonstances actuelles. Je vous donne un exemple. Par exemple, il est possible de conclure des ententes afin que le salarié reçoive son salaire pendant son absence en contrepartie d'une prestation de travail qui pourrait être fournie ultérieurement. Sinon, il est également possible d'utiliser la banque d'heures de vacances dès maintenant pour éviter de pénaliser davantage le salarié. Pour un employé qui est incapable de fournir sa prestation de travail, par exemple s'il est malade ou s'il a de jeunes enfants et qu'il doit s'en occuper en raison de la fermeture des écoles, par exemple. Donc, tout d'abord, la loi sur les normes du travail prévoit 2 jours de maladie ou d'obligation familiale. Celles-ci sont payées par l'employeur, mais également on vous réfère aux programmes gouvernementaux, notamment à la prestation canadienne d'urgence, donc la PCU dont je vous ai parlé tantôt. Je vais maintenant aborder des mesures qui peuvent être prises par l'employeur. Donc, tout d'abord, on voit ici la mise à pied temporaire. Donc, la mise à pied temporaire est pour un maximum de 6 mois. Une mise à pied temporaire maintient le lien d'emploi pendant la durée de la mise à pied parce qu'il y a une possibilité de rappel au travail suivant, quelques mois. Par ailleurs, l'employeur, dans le cadre de la mise à pied temporaire, doit émettre un relevé d'emploi à son employé. Un autre point très important ici et qui est particulièrement pertinent pour les personnes mises à pied, cette mise à pied temporaire donne accès à la PCU dont j'ai parlé plus tôt. Le licenciement permanent, qui est au deuxième point, en contraste, est la rupture définitive du lien d'emploi par l'employeur pour des motifs qui peuvent être de plusieurs ordres. On parle souvent de motifs économiques, comme des difficultés financières ou une baisse de revenus, mais également des motifs organisationnels, comme une réorganisation entraînant l'abolition ou la fusion de postes. On peut aussi parler de motifs techniques, comme des innovations technologiques qui rendent un poste obsolète, par exemple. Donc, essentiellement, l'employeur licencie son employé quand il n'a plus besoin de ses services. Le choix de l'employeur est basé sur des critères objectifs, notamment le rendement, les compétences, la polyvalence de l'employé, la durée de son service continu, etc. Dans le cadre d'un licenciement permanent, l'employeur doit permettre à l'employé, dans les délais prévus par la loi, doit remettre à son employé, dans les délais prévus par la loi, un avis de cessation d'emploi. Au moment du licenciement, il doit s'assurer de remettre également au salarié toutes les sommes qui lui sont dues en vertu des lois, du contrat de travail ou d'une convention collective. On parle ici de tout salaire qui lui serait dû, incluant les heures supplémentaires, mais aussi l'indemnité de vacances, etc.
J'ai parlé rapidement de l'avis de cessation d'emploi dans les délais prévus par la loi. Donc, on parle ici, premièrement, des délais qui sont prévus par la loi sur les normes du travail. Donc, ce qui est important de savoir avec la loi sur les normes, c'est qu'il s'agit d'un minimum. Donc, ça veut dire qu'il pourrait y avoir des situations où le délai prévu par la loi sur les normes ne serait pas suffisant. La loi sur les normes prévoit que pour un service continu entre 3 mois et 1 an, on offre un préavis d'1 semaine. Pour un service continu entre 1 an et 5 ans, c'est un préavis de 2 semaines. Pour un service continu entre 5 et 10 ans, il s'agit d'un préavis de 4 semaines. Et enfin, pour un service continu de 10 ans et plus, on parle d'un préavis de 8 semaines. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, les délais de la loi sur les normes sont un minimum. Et comme le Code civil du Québec ajoute que le préavis doit être raisonnable, dans certains cas, le délai prévu dans la loi sur les normes ne sera pas suffisant selon les circonstances. Je veux aussi noter que, au lieu de vous informer d'avance que vous perdrez votre emploi, dans le cas d'un licenciement permanent, l'employeur peut vous donner une indemnité compensatoire en argent, donc une indemnité monétaire, essentiellement une somme d'argent, qui correspondrait au salaire que vous auriez gagné pour la durée du préavis qui est prévu selon la loi. Enfin, je vais parler très, très brièvement du licenciement collectif, mais c'est assez particulier comme situation, donc je vais pas rentrer dans les détails. Essentiellement, il s'agit de quand il y a 10 abolitions de poste ou plus au sein d'un même établissement à l'intérieur d'une période de 2 mois. Dans ces cas-là, l'employeur doit fournir un préavis minimal de 8 semaines aux employés. Ce préavis peut toutefois être plus élevé si plus de 99 employés perdent leur emploi de manière définitive. Il y a également un certain nombre d'exigences administratives à respecter, par exemple un avis au ministère du Travail, à la CNESST et à Emploi Québec. On avance quand même vite, donc je vais maintenant passer aux questions qui nous ont été soumises à travers les inscriptions et aussi certaines questions qui nous ont été soumises dans le cadre de notre clinique juridique téléphonique. Donc, je crois que quelqu'un va oui, OK, je me demandais. sur la ligne, désolée. C'est moi, Pascal, mais je me demandais, pour moi, elle va les faire elle-même. OK, c'est beau. Alors, merci beaucoup, Sarah, pour toutes ces informations très importantes. Alors, oui, effectivement, maintenant, on va répondre aux questions qu'on a reçues à l'avance. Je précise toutefois que si vous avez des questions qui sont apparues durant la présentation et que vous n'y trouvez pas de réponse, je vous suggère de quand même les poser dans la zone chat ou de les indiquer dans le sondage que vous allez recevoir. Donc, on ne va pas y répondre maintenant, mais on va vous revenir, on va communiquer avec vous pour vous aider à répondre à ces questions-là. Donc, s'il y a des questions qui ne sont pas répondues, là, vous avez des questions qui ne seront pas répondues, posez-nous-les de ces deux façons-là et on va communiquer avec vous pour y répondre. Alors, on commence avec la première question quelles sont les mesures d'aide disponibles pour les étudiants? Oui, donc merci beaucoup d'avoir rembarqué sur la ligne pour tous ceux qui écoutent et qui sont à la maison. Essentiellement, on avait eu des petits problèmes techniques avant la rencontre, donc ça explique peut-être mon incompréhension il y a quelques minutes. Donc oui, pour ce qui est des mesures d'aide disponibles pour les étudiants, tout d'abord, le remboursement des prêts et des intérêts est suspendu, c'est-à-dire des prêts et des intérêts pour ce qui est des prêts étudiants. Donc, ce remboursement-là est suspendu jusqu'au 30 septembre 2020 pour ce qui est de la partie fédérale des prêts d'études. Par ailleurs, le gouvernement a également annoncé des subventions pour soutenir les emplois d'été, donc pour permettre aux étudiants de pouvoir quand même accéder à certains emplois pendant la période estivale, qui est la période pendant laquelle normalement ils n'ont pas de cours. Également, la prestation canadienne d'urgence peut être une mesure qui serait accessible pour les étudiants qui travaillaient et qui ne peuvent plus travailler dû à la COVID-19. Donc, en d'autres mots, c'est pas parce que vous êtes étudiant que vous n'êtes pas admissible à la prestation canadienne d'urgence. Il suffit de regarder
les différents critères d'admissibilité. Donc, ça complète cette question. Parfait. Je vais essayer de passer à la prochaine. Oui. Deuxième question. Est-ce que mon locataire est en droit d'augmenter mon loyer? Oui, c'est une très bonne question. Puis en fait, c'est une question qui est souvent pertinente, pas seulement en fait en cas de COVID, mais qui est pertinente de manière générale parce que c'est quelque chose qui occupe l'esprit de beaucoup de gens. Donc, en principe, oui, le locataire ou le propriétaire a toujours le droit d'augmenter le loyer, évidemment, selon les balises de la loi. Il y a certains moments où il peut le faire et d'autres non. Mais au moment d'un renouvellement, oui, le locataire a le droit d'augmenter le loyer. Toutefois, ça ne peut pas être une augmentation qui est abusive. Le site de la Régie du logement propose un formulaire de calcul pour permettre de déterminer si l'augmentation de loyer est abusive. C'est pas si simple de déterminer par nous-mêmes, tout simplement parce que ça peut prendre en compte plusieurs facteurs, comme par exemple l'augmentation du coût de la vie, l'augmentation des frais d'électricité ou autres. Et donc, ça peut vraiment prendre en compte plusieurs facteurs et impondérables qu'on n'a pas devant nous. Donc, c'est le site que je vous recommande pour essayer de valider si l'augmentation est valide ou non. Alors, troisième question. Mon voyage est annulé. Quels sont mes recours? Oui, donc ça aussi, c'est une question qu'on a reçue très souvent. Tout d'abord, en fait, ce qu'on constate en ce moment, c'est que les compagnies aériennes offrent des crédits plutôt que des remboursements. La première chose à vérifier, selon nous, ce serait de vérifier auprès de vos assurances, que ce soit des assurances avec votre carte de crédit ou avec votre employeur, pour voir si vous pouvez avoir un remboursement ou une aide quelconque. Toutefois, lorsqu'un crédit ou un bon pour un futur voyage est offert, beaucoup de compagnies d'assurance refusent de rembourser. Une autre piste de solution, ce serait de vérifier si vous pouvez faire une demande de remboursement au FICAV. Le FICAV, c'est le fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage. Donc, si le voyage a été acheté par l'entremise d'une agence de voyage, il est possible potentiellement de faire une demande de remboursement à cet organisme-là. On va vous mettre d'ailleurs le lien pertinent pour vous rendre sur le site du FICAV à la fin de la présentation. Alors, une autre question. J'ai signé une promesse d'achat, mais je ne suis plus en mesure de procéder à l'acquisition de ma propriété vu ma situation financière actuelle. Qu'est-ce que je peux faire? Oui, merci. Donc, c'est une question qui est en fait assez intéressante et qui, encore une fois, vous allez trouver que je me répète, mais qui est revenue souvent aussi. On constate que plusieurs personnes ont les mêmes inquiétudes et se retrouvent dans des situations similaires, que ça peut vous rassurer. Donc, tout d'abord, la promesse d'achat est un contrat par lequel vous vous engagez à acquérir ou à vendre un immeuble. Donc, ça veut dire que si vous ne respectez pas la promesse d'achat, l'autre partie peut avoir un recours contre vous en passation de titre. Un recours en passation de titre, c'est un recours pour vous forcer à procéder à la transaction qui était envisagée. Toutefois, dans plusieurs promesses d'achat, ou en fait, même dans la plupart et dans la quasi-totalité des promesses d'achat, du moins dans celles qui sont offertes sur le site de l'OASIC, qui est l'organisme des courtiers immobiliers du Québec, il y a une condition, en fait, il y a certaines conditions, dont l'une d'elles est une condition selon laquelle l'acheteur doit obtenir un financement suffisant. Il est donc possible que cette condition ne soit plus remplie si votre situation économique change. Et par ailleurs, vous avez l'obligation de déclarer tout changement de votre situation économique à votre institution financière et celle-ci peut déterminer par la suite si elle choisit de vous financer malgré tout ou non. Et donc, la première chose à faire, c'est vraiment de communiquer le changement à votre institution financière et il est possible que vous ne soyez plus en mesure de procéder à l'acquisition de toute manière. Vous pouvez noter par contre que le vendeur de la propriété, si c'est le cas, pourrait vous demander que des démarches soient faites auprès d'autres prêteurs hypothécaires pour voir s'il est possible d'obtenir un prêt ailleurs pour quand même procéder à l'achat.
évidemment, il est toujours possible aussi d'essayer de discuter à l'amiable avec le vendeur pour voir si une entente peut être faite. Notamment, il n'est pas exclu que le vendeur ou l'acheteur, essentiellement que l'autre partie, vive également des difficultés économiques et peut-être que sa situation a changé également et qu'il préfère lui aussi ne pas procéder avec la transaction. Donc, ça vaut la peine de voir quelles options sont possibles de ce côté-là également. Aussi, je vous rappelle que plusieurs institutions financières, donc plusieurs grandes banques, offrent des mesures d'allègement d'hypothèque. Donc, ça peut être pertinent à évaluer aussi dans le cadre de votre décision pour voir si vous allez acquérir ou non l'immeuble en question. Alors, une autre question. Je voudrais savoir mes droits quant à la continuité des traitements essentiels. Alors, si je suis atteinte de COVID, hospitalisation ou pas hospitalisation? Oui, donc pour cette question, c'est pas vraiment une question de droit directement, donc je vais pas vraiment essayer de me prononcer à ce niveau-là. Moi, ce que je vous dirais, c'est vraiment de communiquer avec votre médecin. Toutefois, tous les traitements essentiels devraient être fournis, qu'on soit en cas de pandémie ou non. Donc, bref, communiquer avec votre médecin, c'est vraiment la meilleure chose à faire là, pour ce qui est de vos traitements médicaux. Quel recours ont droit les conjoints de personnes immunosupprimées qui ont dû cesser de travailler pour les protéger? Oui, c'est une bonne question. En fait, selon nous, la prestation canadienne d'urgence est disponible pour ces personnes-là. Donc, on vous recommande en fait, ou on vous suggère de vous rendre sur le site du gouvernement du Canada pour faire votre demande pour la prestation canadienne d'urgence. Quelle est la différence entre le chômage et la prestation d'urgence du fédéral, la PCU? Oui, donc essentiellement, il y a certaines différences entre le chômage et la PCU. Essentiellement, comme je vous l'expliquais tantôt, la PCU, c'est le programme spécial qui remplace le chômage pendant le temps de la COVID. Et puis, il y a essentiellement des différences au niveau des critères aussi. Donc, je vous ai énuméré la liste des critères d'admissibilité pour la PCU qui diffèrent de ceux qui sont prévus pour le chômage. L'objectif de ça est que plusieurs personnes qui ne sont pas nécessairement admissibles au chômage soient admissibles tout de même à la PCU. Donc, c'est vraiment dans l'optique d'atteindre plus de personnes que tout simplement à travers le chômage. Quels sont mes droits si je devais aménager dans une habitation, mais qu'il y a une possibilité qu'elle ne soit pas disponible et que quelqu'un d'autre doive aménager dans mon logement? Oui, malheureusement, en ce moment, il n'y a pas vraiment de mesures prises pour cette situation. Notre compréhension est qu'il faut quitter le logement à la fin du bail puisque celui-ci est reloué. Par contre, ce qu'on peut vous proposer, c'est d'essayer de voir avec votre propriétaire s'il a d'autres propriétés, s'il y a d'autres logements similaires ou qui sont disponibles, qu'il pourrait rendre disponibles pour vous pour un certain temps, temporairement. On sait qu'il y a plusieurs propriétaires qui ont plusieurs logements à la fois, là, donc ça vaut la peine d'essayer avec votre propriétaire pour voir s'il y a un accommodement temporaire qui peut être fait à ce niveau-là. Oh, je pense qu'il y avait une question avec les déménageurs juste en haut, là, ça. Ah, OK, oui, ça a parfait, passé deux pas fois. grave. J'ai vu ça passer. Est-ce que les déménageurs prennent des précautions pour contrer la COVID-19 durant les déménagements? Masque, la distance, est-ce qu'ils ont été informés de tout ça? Donc, en principe, oui. Ce qu'on vous dirait, évidemment, on connaît pas les démarches de tous les déménageurs. Par contre, ce qu'on vous conseille de faire, c'est peut-être d'appeler votre déménageur pour vous renseigner sur les précautions qu'ils prennent. Selon nous, les règles de base du gouvernement devraient être applicables, c'est-à-dire de favoriser un lavage des mains très fréquent pour une durée de 20 secondes et également s'assurer de respecter la distanciation sociale, etc. Si je suis immunosupprimée et que j'ai une maladie chronique et que je travaille dans les soins à domicile, quels sont mes recours dans le cas où je devrais retourner travailler? Oui, c'est une très bonne question aussi.
Essentiellement, cette question-là est répondue par la loi sur la santé et sécurité au travail. Donc, un travailleur a le droit de refuser d'exécuter un travail s'il a des motifs raisonnables de croire que l'exécution du travail l'expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique, ou peut avoir l'effet d'exposer une autre personne à un semblable danger. Et ça, c'est l'article 12 de la loi sur la santé et sécurité du travail qui le prévoit. Par contre, le travailleur ne peut pas exercer ce droit, le droit qui est conféré par l'article 12, si le refus d'exécuter le travail met en péril immédiat la vie, la santé, la sécurité ou l'intégrité physique d'une autre personne, ou si les conditions d'exécution de ce travail sont normales dans le genre de travail qu'il exerce. Ça, c'est l'article 13 de la loi sur la santé et sécurité du travail. Donc, essentiellement, ça, c'est les possibilités qui s'offrent aux gens pour ce qui est de l'interprétation de ces articles-là, pour le fait de ce qui est de mettre en péril la vie, la santé, la sécurité et l'intégrité d'une autre personne, ou pour ce qui est des conditions d'exécution du travail. Ça, c'est vraiment une question plus d'interprétation qui sera examinée par la suite par les avocats et les tribunaux. Quels sont mes recours pour accéder à des soins de santé qui ne sont pas reliés à la COVID? Par exemple, si je crois faire une rechute, je tente de rejoindre mon médecin, mais je n'ai pas de retour d'appel. Oui, ben encore une fois, c'est davantage une question pour un médecin. Techniquement, il n'y a pas de raison, même en ce moment, pour ne pas être capable de rejoindre son médecin traitant. Sinon, ce qu'on vous propose, c'est d'appeler le bureau où le médecin exerce, d'essayer différents numéros, d'essayer de rejoindre différentes personnes. Sinon, vous pouvez également vous rendre à l'urgence si ça s'avère vraiment nécessaire. Mais si vous vous rendez à l'urgence, il faut prendre en compte aussi que, vu qu'on est en contexte de pandémie, il faut prendre toutes vos précautions pour éviter toute contamination. Je pense qu'il y avait une question. Oui, je pense qu'on en a sauté une. Quelles sont les ententes, les accommodements disponibles que l'on peut faire avec notre banque, avec Hydro-Québec? Et ces ententes vont durer combien de temps après la crise? Oui, donc c'est aussi une excellente question. Tout d'abord, pour ce qui est des banques, j'avais déjà parlé de certaines mesures. Les mesures, évidemment, varient selon les banques. Et puis, certaines ont annoncé des mesures telles que la mise en place d'un programme d'aide financière temporaire pour leurs clients. Sinon, comme on avait discuté tout à l'heure, le report des versements hypothécaires et parfois la suspension même des intérêts pour cette durée. On parle aussi de mesures pour le report du paiement des cartes de crédit et parfois la suspension des intérêts également pour la durée de la pandémie, et le report des versements périodiques de vos prêts et marges de crédit et parfois la suspension aussi des intérêts pour cette durée. Donc, pour ce qui est des banques, on vous encourage à communiquer avec votre institution directement pour voir quelles mesures pourraient s'offrir à vous dans votre situation pour permettre d'alléger votre situation financière actuelle. Pour ce qui est du deuxième pan de la question, donc pour ce qui était de Hydro, sur le site de Hydro-Québec, sur leur site Internet, ils ont indiqué qu'il n'y aura aucune interruption du service d'électricité pour non-paiement. Par ailleurs, l'application des frais d'administration aux factures impayées pour tous les clients résidentiels sont suspendues. Ça veut dire que les clients qui ne pourront pas payer leurs factures d'électricité au cours des prochains mois n'auront aucune pénalité. Ils pourront conclure une entente afin d'en reporter le paiement. Il faut donc appeler chez Hydro-Québec ou bien aller dans votre espace client Hydro-Québec en ligne pour conclure une entente de paiement à ce niveau-là. Donc, merci pour les questions. Comme on le disait tout à l'heure, n'hésitez pas à soumettre des questions additionnelles. Par ailleurs, Novalex offre encore une clinique juridique téléphonique gratuite, je crois, qui se termine demain en après-midi. Donc, si vous avez d'autres questions qui pourraient être soumises à notre équipe, n'hésitez pas à nous appeler. Je crois que les informations vont être sur les liens qui vont vous être envoyés à la fin de la présentation. Et maintenant, je vais juste vous parler de certaines références utiles. Certains de ces liens vont vous sembler, assez... en fait, vous allez peut-être les reconnaître parce que j'en ai parlé beaucoup lors de la présentation dans la dernière heure. Tout d'abord, pour ce qui est du droit de l'emploi, un site qui est très pratique pour répondre à plusieurs questions, c'est le site de la CNESST que vous voyez à l'écran, donc au premier point.
Il y a vraiment plusieurs questions et réponses très fréquentes sur cette page-là et ça vaut la peine de la consulter si vous avez des questions plus générales. Deuxièmement, vous voyez le site web de la Ville de Montréal. Ici, on voit essentiellement les dernières nouvelles relativement au coronavirus et aux mesures qui ont été adoptées. Par la suite, possiblement la star de la présentation d'aujourd'hui, le site web du gouvernement canadien pour le plan d'intervention économique. Ça, c'est vraiment le lien pour accéder au plan dans son entièreté et à partir duquel vous allez pouvoir sélectionner, par exemple, Prestations canadiennes d'urgence pour faire votre demande. À la 4e palette, il y a le site du gouvernement du Québec. Ici, encore une fois, ça fait souvent on voit les mises à jour de la situation au Québec par rapport à la COVID-19. La palette suivante, il s'agit de la liste des services essentiels dont j'avais parlé tout à l'heure, donc pour savoir qui est visé par la fermeture jusqu'au 4 mai prochain. À la palette suivante, c'est le site de Revenu Québec, donc pour avoir davantage d'informations sur les reports d'impôts, vous pouvez visiter le site de Revenu Québec. Je passe par la suite au site de la Régie du logement. La Régie du logement a publié certains articles et certains communiqués pour annoncer la suspension et la fermeture de plusieurs de ces services. Et vous trouverez également la feuille de calcul pour l'augmentation de loyer pour savoir si elle est abusive ou non. Par la suite, vous voyez le site de la Société des transports de Montréal. C'est pas le site de base que vous voyez là, c'est en fait le site pour vous communiquer, pour vous connecter, pour faire la suspension de votre abonnement. Donc, ça vous transfère directement à Fusium Solutions. Vous pouvez entrer votre code d'utilisateur, mot de passe, puis dès que vous entrez, normalement, il y a une bulle qui apparaît pour vous demander si vous souhaitez suspendre votre abonnement et ça se fait très facilement. Par la suite, on vous a mis également le site d'Éducalois. Moi, j'adore le site d'Éducalois. Je trouve que c'est très, très pratique, c'est très bien fait. C'est essentiellement de l'information juridique qui est vulgarisée. Donc, que ce soit sur le thème du droit de l'emploi, sur le logement, etc., sur toutes sortes de questions qui atteignent les particuliers dans le domaine juridique, eh bien, il y a plusieurs réponses à vos questions sur ce site-là si vous fouillez un peu. Je continue à l'avant-dernière palette. Vous voyez le site du FICAV. Donc, vous avez parlé tantôt du fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage. Je vous ai mis, en fait, plus précisément, le lien qui vous amène directement aux questions en lien avec la COVID-19. Donc, ça vous amène directement à cette section-là du site pour voir si vous seriez admissible à une demande de remboursement. Et enfin, le site de Novalex. Donc, ça, c'est notre cabinet juridique qui est aussi une clinique juridique. Donc, pour avoir davantage d'informations sur nos services, je vous invite à cliquer sur ce lien-là. Sinon, pour moi, ça conclut ce que j'avais à discuter avec vous. Encore une fois, évidemment, j'espère que ça aurait été utile pour ceux qui se sont joints à nous aujourd'hui. J'aimerais encore remercier les organisatrices Pascal et Sonia pour leur précieuse collaboration et mes collègues Geneviève, Sandrine et Karianne pour toute leur aide dans ce projet. Sincèrement, ce n'aurait pas été possible sans vous tous. Et merci également à tous ceux qui se sont joints à nous. Je vous souhaite de garder le moral et de protéger votre santé pour les prochaines semaines. On espère que ça va passer vite, puis on essaie de se serrer les coudes tous ensemble. Donc, encore une fois, le mot de la fin, c'est vraiment de rester à l'affût des nouvelles annonces gouvernementales qui pourraient vous concerner parce que, comme je vous l'ai dit tout au long de la présentation, ça change à chaque jour. Donc, bonne chance à tous et bonne fin de journée. Bien, merci beaucoup, Maître Zorko, pour votre temps, pour votre engagement. C'est un plaisir de travailler avec vous. Donc, avant de vous quitter, je vous invite à notre prochaine web-diffusion, les troubles cognitifs associés au cancer et au traitement. Ça aura lieu le 21 avril prochain. C'est de 18h à 19h. Alors, vous voyez, vous pouvez aller sur le site Internet pour vous inscrire. La web-diffusion est offerte par la docteure Marika Audet-Lapointe, qui est psychologue et neuropsychologue spécialisée en oncologie. Ce sera très intéressant, j'en suis certaine. Prochaine acétate, si vous êtes à la recherche de ressources et ou de soutien, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Oh non, c'est la bonne acétate, c'est correct. Pardon, c'est moi. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous en composant le 1-833-222-4884 au poste 1014. Vous n'êtes pas seul et nous sommes là pour vous aider. Prenez note qu'un court sondage va vous être envoyé à tous les participants après la web diffusion. Alors, s'il vous plaît,
prendre un moment pour y répondre afin de nous aider à planifier des événements en ligne utiles pour vous dans un futur rapproché. Merci d'avoir été des nôtres et bonne fin de journée.